c'est un autre chapitre de l'histoire, si vous me permettez. Alors, on va rester alors sur le chapitre. Oui, allez-y. On va rester sur le chapitre. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter justement ce sort? Pourquoi vous? Parce qu'à l'époque, on parlait des ennemis de la République et on leur réservait un sort sanglant. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez vous retrouver là-bas? Vous me permettrez de terminer et puis je reviens parce que je suis sur... J'essaie d'expliquer. Oui. J'essaie de vous expliquer. D'accord, mais on est géré aussi. Je ne sais pas si c'est nous qui gérons ou bien si c'est le temps qui nous gère. Allez-y alors. Oui, allez-y, monsieur Barry. Alors, si je commence à expliquer, vous m'interrompez, je ne peux pas terminer ce que j'ai commencé. Les gens ne comprendront pas. D'accord, allez-y. Siaka Touré a dit au lieutenant Sidi Sako, même si nous devons les tuer, ils ont des droits. On doit les nourrir convenablement, le mieux possible. Et puis, il a ajouté, même nous, un jour, nous pouvons nous retrouver ici dans cette prison. Et ça ne pouvait pas être aussi prophétique. Ce sont des mots, puisque lui-même, il s'est retrouvé, des années plus tard, il s'est retrouvé dans cette prison. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je dis d'accord, parce que comme c'est le même chapitre, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce sort ou pour vous retrouver justement à ce niveau-là? Après l'agression du 22 novembre, ce qu'on a appelé l'agression du 22 novembre 1970, il y a eu des arrestations. Le gouvernement guinéen et le comité révolutionnaire dirigé par Ismaël Touré en particulier ont dit qu'il y avait des complices intérieurs aux agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a une agression et qu'il y a des Guinéens qui étaient des complices. Donc, ils ont fabriqué des listes et sur ces listes, il y avait mon nom. Petit Barry, Mamadou Barry, complice. Donc, j'ai été arrêté comme des centaines ou des milliers d'autres cadres de la Guinée. C'est nous qui nous sommes retrouvés en prison. Mais je dois vous dire que c'était faux. Les listes étaient fausses parce que le premier président du comité d'enquête du comité révolutionnaire, c'était Alassane Diop. Le président lui a demandé de faire une enquête pour savoir s'il y avait des complices intérieurs. Il a fait son enquête et il a dit au président, il n'y a pas de complices intérieurs. C'est pour cela que l'agression a échoué. Aucun membre du gouvernement, aucun membre des forces armées, aucun membre de l'État n'a participé, n'a été le complice de ces agresseurs. Ils sont venus pour libérer les prisonniers de guerre portugais, leurs prisonniers de guerre qui étaient détenus par le PAIGC. Ils étaient au nombre de 26. Et effectivement, quand ils ont débarqué, ils ont commencé par la minière. À la minière, vous avez la villa de Cabral. Ils ont mitraillé cette villa. Cabral, heureusement, était absent. Ils ont été à ce qu'on a appelé la prison de la montagne, où étaient détenus certains des prisonniers, dont un prisonnier très célèbre qui était gardé entre Kindia et Mamou, et qui avait été transféré à Conakry le 9 novembre. Le mercredi 9 novembre, il a été transféré à Conakry, 1970. Ils ont libéré ces prisonniers et il y a un autre groupe qui s'est attaqué au Camboiro parce qu'une partie des prisonniers portugais se trouvait à l'intérieur du bloc du Camboiro. Ils ont libéré ces prisonniers aussi. Dans l'ensemble, je ne veux pas m'étendre, dans l'ensemble, ils ont libéré tous leurs prisonniers. Ils les ont embarqués dans leur bateau. Ils sont repartis. Mais je vais vous expliquer que pour pouvoir justifier l'agression, ils se sont alliés à une organisation guinéenne qui s'appelait le Front de Libération Nationale de la Guinée, le FLNG, qui a été créé à Abidjan en 1966. Et c'est cette organisation, ils ont recruté 300 personnes qui ont été rapidement formées en Guinée-Bissau, dans les îles de Guinée-Bissau.
Et ceux-ci, ils les ont laissés sur place. Ils sont venus avec eux. Eux, ils sont repartis avec leurs prisonniers et ils ont laissé les Guinéens sur place. Ce sont ces Guinéens qui ont été capturés par l'armée guinéenne, par la milice guinéenne. D'accord. Voilà comment ces choses se sont passées. Et parmi ces Guinéens, vous étiez là-dedans, M. Barry. Alors, oui, Yacine. Oui, Yacine, allez-y. Alors, parlons, restons sur cette agression. Dans votre livre, vous parlez de choses assez curieuses, notamment cette valise qu'on vous avait remise d'aller remettre à quelqu'un du côté de Dakar sans l'ouvrir. Et que finalement, vous avez retrouvé cette personne à Conakry. Et qu'il y a eu des choses curieuses. Est-ce que ces passages-là, on est pris par le temps, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais est-ce que ça voudrait dire que Sékou Touré était au courant de l'agression, notamment la question de déplacement des prisonniers qui étaient à l'intérieur, dans la Guinée profonde? Est-ce que ça voudrait dire que M. Sékou Touré était au courant de l'agression et qu'il avait tout préparé? Et la deuxième chose, est-ce qu'il était au courant des tortures que vous subissiez en prison? Pour ce qui est de cette valise, l'histoire de la valise, ce n'est pas moi qui ai transporté la valise. C'est un de nos collègues qui s'appelait Mohamed Lamine Akin. Il est d'origine ivoirienne. Il est venu en Guinée avec Fodeba. Il était dans les ballets de Fodeba. Il s'appelait Louis Akin. Il a changé de religion. Il s'est marié en Guinée, une Guinéenne. Et il est devenu directeur général de Sili Cinéma. C'est lui que Sékou Touré a appelé un jour pour lui remettre une valise. Il lui dit, tu vas à Dakar, quand tu descendras de l'aéroport, tu vas rencontrer quelqu'un à la sortie. Il lui a expliqué à peu près comment cette personne était, et tu lui remets cette valise sans rien dire. Et tu reprends l'avion, tu reviens. Donc, quand Akin a été à Dakar, il a fait ce que le président lui a dit. Au retour, il a rendu compte. Et puis, ce qui a surpris Akin, c'est que quelque temps avant le 22 novembre, il voit au ministère des Affaires étrangères quelqu'un qui ressemble exactement à celui à qui il a remis la valise. Et le lendemain de l'agression, il ouvre le journal Orient, il voit la photo de celui qu'on a appelé Thiam, celui qui a occupé la Société nationale d'électricité de Tombo. C'est à lui que Akin avait remis la valise. Et celui-ci, donc, se trouvait déjà à Conakry au moment du 22 novembre. C'est pour cela que je dis mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Sékou Touré était en rapport avec certains agresseurs. Je mets point d'interrogation. D'accord. Vous mettez point d'interrogation. Est-ce qu'il était au courant des tortures que vous subissiez en prison? Oui. Ou que vous dites avoir subi. Que vous dites avoir subi. Que vous dites avoir subi. Mais là, il faut assumer. Allez-y, les tortures que vous subissiez. Allez-y, M. Barry. Voilà. C'est pas moi seul qui ai subi des tortures. Tous ceux qui étaient arrêtés subissaient des tortures. Oui. Et je vous réfère, vous savez, il y en a qui nient, il y en a qui veulent nier l'existence même du Cambouaro, qui nient l'existence des crimes qui ont été commis. Et il y a des lettres échangées, par exemple, entre Teli Diallo et le président Sékou Touré. Dans une des lettres, le président Sékou Touré lui dit, mais depuis 17 jours, tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé, et tu continues à refuser de collaborer avec la révolution, avec le comité révolutionnaire. Donc, il savait exactement combien de temps Teli a été sous la diète, la fameuse diète noire. Et deuxièmement, la personne qui est venue arrêter Teli s'appelait Kalaban Camara. C'est un des gardes du corps du président Sékou Touré, que je connais personnellement. Troisièmement, ce qui est important, c'est que le président a appelé Teli le jour de son arrestation. Il l'a appelé, il lui a dit de venir, il a une mission à lui confier. Et c'est l'épouse de Teli qui a pris le téléphone. Elle lui a dit, je vais lui transmettre.
l'information, Téli n'était pas à la maison. Et quand Téli est venu, Nena Hadja Kadiatou lui a dit, le président a dit qu'il a besoin de toi. Il est parti. Et après, il a téléphoné pour dire qu'il allait dîner à la présidence. Et on a su par la suite qu'après le dîner, le président a dit à Téli, Téli, moi, il faut me reconnaître une chose, c'est qu'on ne me surprend jamais. Qui veut te surprendre, dit Téli. Et puis, il lui serre la main. Et cette même nuit, Téli a été arrêté. D'accord. Donc, pour dire qu'il ne savait pas, il savait tout. Moi-même, il m'a écrit 2 notes en prison. D'accord. Quand j'étais à la diète. D'accord, monsieur Barry, si vous permettez, juste pour ne pas que j'oublie. Il m'a écrit 2 notes pour me dire de dire tout ce qu'on me demande, que c'est une façon d'aider la révolution. D'accord. D'accepter de dire tout ce qu'on me demande. Il me dit, ne crains rien, rien ne t'arrivera. D'accord. Monsieur Barry, vous avez tenu à... Monsieur Barry, vous avez... tout ce qu'on te demande. Monsieur Barry. Donc, la question que vous posez, à savoir, est-ce qu'il était au courant? Non seulement il était au courant, mais c'est lui, souvent, qui donnait les instructions. D'accord. On a plusieurs exemples où il a écrit à des détenus pour leur dire de reconnaître les fautes qu'ils ont commises. D'accord, d'accord. Ils n'ont jamais commis aucune faute. D'accord, monsieur Barry, parlons de ces personnalités. Ils n'ont jamais comploté contre l'État. D'accord, parlons de ces personnalités auxquelles vous faites allusion dans votre livre. Au chapitre, par exemple, 51, 52, 53, vous avez tenu à rendre hommage à certaines personnalités qui, selon vous, pouvaient rendre service à la nation, mais malheureusement qui ont péri donc au camp Boiro. Vous parlez de Koikoy Massa, ex-secrétaire fédéral donc de Massanta. Vous parlez également de Mamadou Traoré et de Dr Alpha Amadou Diallo, de Kankalabé. La liste est longue. Alors, que retenez-vous de ces personnalités? Ce sont des personnalités que j'ai rencontrées en prison. Par exemple, Koivogi Massa, il est de Massanta. C'est un ancien combattant qui est revenu chez lui et puis qui est devenu secrétaire fédéral. Un jour, en 1970, on l'arrête et on lui dit qu'il a des armes dans son village. Son village s'appelait Yonié. Le village de Lonier, ceux qui sont de Massanta peuvent savoir. On le prend, on l'amène là-bas, on lui dit de montrer où il a caché les armes dans son village. On le pend par un pied. On le torture. On lui fait subir toutes sortes d'humiliations. Comme c'était faux, il n'avait pas. Il dit, ces armes n'existent pas. C'est une invention. Après, on l'a ramené à Kindia. Il nous a montré son corps qui était plein de blessures. Mais malgré le fait qu'il n'a jamais voulu reconnaître, c'était un homme extrêmement courageux. Extrêmement courageux. Il n'a jamais voulu rien reconnaître, mais il a fait partie des personnes qui ont été exécutées le 18 octobre 1971. Le 18 octobre 1971. Dernière question. Oui, allez-y. Allez-y. Non, peut-être avant-dernière, je voudrais demander parce que, au chapitre 4, vous expliquez que vous-même, vous avez été appelé par l'épouse du président, Madame André Touré. Ensuite, le président qui vous découvre part avec vous quand même en meeting et vous présente aux Guinéens et qu'on appelle chante vos éloges en quelque sorte. Et comment se passe ce qu'on appelle cette contradiction entre le Guinéen qui est adoubé par le président, qui est montré comme un exemple, et celui qui se retrouve tout à l'heure en prison. Comment cela peut se passer? Après l'agression du 22 novembre, mon nom a été cité et je sais comment ça s'est passé. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais c'est quelqu'un qui a donné mon nom sur la liste. Il y avait des gens qui devaient être pendus. On leur a donné la liste. On leur dit, voici la liste de vos complices. Parmi ces noms, il y avait Mamadou Baridi Petit Bari. Il devait faire partie du gouvernement si le coup avait réussi. Donc, on fait citer mon nom. Quand on a cité mon nom, j'ai cessé d'aller à la présidence. J'ai cessé d'aller à la présidence puisque je suis un élément douteux. Normalement, je suis un des collaborateurs du président. Je suis là-bas tous les matins à 7 h du matin. Alors j'ai arrêté d'aller à la présidence et puis
Une semaine après, c'est André Touré qui m'appelle. Elle me dit, Petit Barry, il faut venir au déjeuner avec le président. Je m'en vais, on déjeune. Après, il me dit de monter dans la voiture avec lui. On va au Palais du Peuple, il y a un meeting. Et au cours du meeting, il me cite, comme l'a dit le camarade Petit Barry, etc. Et puis, c'était une façon de me laver de tout soupçon pour dire que je ne peux pas trahir la révolution. D'accord. Ce jour-là, je me souviens d'ailleurs, les gens venaient vers moi, m'embrassaient, me félicitaient. Justement, c'est un passage. Oui, c'est un passage qu'on peut retrouver. C'est un passage qu'on peut retrouver dans le livre. Mais je tiens à vous poser cette question quand même. Attendez, il va terminer. Oui, mais oui. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que le président est puissant, mais il y a des gens autour de lui qui sont aussi puissants. D'accord. Puisque ils sont revenus à la charge et finalement, ils ont pu obtenir que nous soyons arrêtés. D'accord. Dernière question, allez-y, dernière question. Oui, monsieur Barry, acceptez qu'on vous pose cette question, oui. Ils ont insisté. Et j'explique dans le livre comment ils ont fait. On a lu. D'accord. Allez-y, dernière question. La dernière question, c'est que justement, vous convenez avec moi qu'il y a une difficulté aujourd'hui à lire cette page de l'histoire guinéenne. Même dans votre livre, la première page, en tout cas celui que j'ai ici, on traite de haineux, on traite de haineux ceux-là qui peut-être nieraient l'héroïsme de ceux qui ont fait le camp Boiro. Et de l'autre côté, quand vous écoutez le discours aussi des soutiens à Sékou Touré, on présente notamment vous qui avez été au camp Boiro et d'autres comme des personnes qui se sont retournées contre leur pays. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lire cette page de l'histoire de la Guinée avec moins de passion, de manière à ce que les générations nouvelles puissent savoir exactement ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous proposez notamment aux autorités? Question, une très belle question pertinente, question fondamentale. Ce qu'on n'a jamais fait en Guinée, c'est une conférence ou un dialogue national sur le passé de la Guinée. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Ils ont mis en place des commissions vérité, justice, réconciliation. Oui. Je veux vous donner un exemple. L'exemple du Maroc. Mohamed VI, il a mis en place l'instance équité et réconciliation, qui a revu l'histoire du Maroc depuis 1956. Et surtout la période la plus dure, celle de son père, Hassan II, qui avait aussi une espèce de camp Boiro chez lui, où il enfermait les gens. Et les gens ont écrit sur ces... Il y a eu des injustices qui ont été commises. Ils ont essayé de réparer. Les innocents ont été innocentés. Les personnes qui avaient été envoyées en exil sont revenues. On leur a rendu leur passeport, leurs biens. Il y a eu des tentatives de réparation des injustices qui ont été faites. Et même un pays comme Centrafrique, il y a un des fils de Bokassa, Jean-Ernest Bokassa, qui a demandé pardon au peuple centrafricain. Il a dit que la décision de son père d'instaurer l'empire centrafricain n'était pas acceptable. Et il a dit qu'il allait vendre 2 châteaux de son père en France pour indemniser les victimes de l'empire centrafricain. Mais il reconnaît une chose à son père. Il dit que son père a eu le courage de revenir à Bangui et d'accepter d'être jugé. Il a été jugé, condamné à mort. La condamnation à mort a été commuée en condamnation à perpétuité. D'accord. Puis à temps limite. Et puis plus tard, il a été libéré par le président Kolimba. Il est mort 3 années plus tard. D'accord. Donc vous proposez aux autorités... Donc, c'est pour vous dire que c'est une question de volonté politique. Oui. On n'a jamais voulu poser les problèmes sur la table, discuter entre Guinéens, regarder le passé franchement, sans haine et sans passion, pour pouvoir dire oui, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Et une personne, je vais vous citer un exemple, une personne comme André Touré, elle-même, elle le sait, puisqu'elle a eu à intervenir, André Touré, je le sais, a eu à intervenir pour des personnes qui étaient arrêtées en prison. Par exemple, Nima Ba, la sœur de Maïmouna Ba, l'épouse de Dr Marega.
Elle a été arrêtée. Elle a fait, je crois, entre 9 mois et 13 mois au Camboiro. Elle est intervenue auprès du président pour qu'on la libère. D'accord. Parce qu'elle Mamadou Boy Barry. Qui était sa promotionnaire. Oui. Petit Barry. Elle-même, elle le sait parce qu'elle a même perdu un de ses oncles au Camboiro, c'est Bala Camara. Récit d'un prisonnier politique sous Sékou Touré. Monsieur Barry, donc auteur de ce livre Camboiro, 7 ans sous le mont Gangan. Voilà, c'est le livre en question. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Un mot, oui, sur le passage de M. Barry. Oui, effectivement, parce que moi, à chaque fois que ce sujet il est évoqué, on a du mal finalement à savoir à qui croire. À qui croire, parce que quand vous écoutez les partis, et parfois ce qui rend les discours moins audibles, c'est la véhémence, c'est parfois et la violence avec laquelle on fait ces témoignages-là. Je parlais tout à l'heure de ce livre de M. Barry. Il y a une dédicace qui est à la première page où on traite déjà de ceux-là qui soutiennent peut-être Sékou Touré ou son idéologie, déjà de beaucoup de choses. Mais, et quand vous écoutez, il y a de nos doyens qui ont une émission dans une radio de la place que j'avais pris le plaisir d'écouter à tout moment, tous les jeudis. Mais arrivé un moment, je ne pouvais plus continuer parce que parfois, il y a beaucoup d'animosité. Il y a beaucoup d'animosité et ça ne rend pas facile la restitution de la vérité. Et exactement, il faut que, et comme il l'a dit en concluant ses propos tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait le courage d'avoir une conférence nationale. Et je pense qu'une radio comme RFI à un moment avait tenté ça ici, une conférence, mais ne revient pas à une radio française de le faire. Il appartient aux Guinéens, notamment aux autorités, d'organiser cela pour la mémoire. On a eu un moment le ministère de la culture et du patrimoine historique. Et, ce patrimoine historique, ça fait partie de l'histoire de la Guinée. Il faut qu'on ait le courage de la regarder en face, de la connaître, de manière à ce qu'on puisse s'en servir pour que des écueils qu'on a connus, on puisse les éviter. Également, on apprend que ce défi. Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Monsieur Keïta, donc, qui est déjà en ligne, tout de suite, on va lui poser des questions par rapport à ce que compte faire son union pour ces restrictions, en tout cas, des réseaux sociaux. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Keïta.
Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Première question, oui, Alpha Mamadou Diallo. Donc, M. Keita, moi, je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes que vous avez engagées sur les coupures d'Alpha Mamadou, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis, je voudrais savoir sur les questions essentielles, parce que vous intervenez, je pense, sur la coupure d'Internet et les autres qui ressemblent à ça. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà envisagées? Concrètement, bonjour, de façon claire. Bonjour, monsieur Alpha Madou. Merci à Dieu. Et encore une fois, toutes mes félicitations aux valeureux journalistes que vous êtes. Quelles sont les actions concrètes qu'on a pu mener? Écoutez, on a fait le tour de toutes les parties prenantes. On est allé rencontrer l'Agence nationale pour la sécurité informatique ANSSI, à qui effectivement nous avons posé donc la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que nous avons des petits soucis au niveau donc d'Internet, surtout au niveau de l'accès à certaines plateformes. Bon, ils nous ont fait comprendre que chez eux, il n'y avait pas de souci et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations. La même chose, c'est donc à la Guinab, la même chose au niveau de la RPT, la même chose aussi, la même réponse au niveau du ministère des Télécoms. Mais à côté de cela, nous avons compris que si effectivement il y avait effectivement on va dire des questionnements que eux-mêmes se posaient sur l'origine effectivement de ces perturbations-là, nous ce qu'on a fait, c'est que on a fait une comme vous avez dû le suivre, on a lancé un cri du cœur à chacune de ces entités de façon à ce que ensemble elles se donnent la main pour pouvoir effectivement faire en sorte que nous puissions avoir accès le plus rapidement que possible à ces différentes plateformes. Vous savez, mais comment des entités qui n'ont pas de problème peuvent collaborer, puisque chacune des entités dit qu'il n'y a aucun problème? Il faudrait que vous puissiez avoir votre lecture, la vraie lecture qui est celle de votre entité. Ouais. C'est une excellente question que vous posez, mais je vais vous dire, en réalité, vous êtes d'accord, quand on parle de parties prenantes, ce sont les parties qui sont intéressées, qui sont touchées par... Monsieur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Internet... Est-ce que vous pensez que Internet est coupé? Le ministre Gawal, on va quitter les généralités s'il vous plaît. Le ministre Gawal vous dit, et vous êtes président de l'Union des consommateurs, le ministre Gawal vous dit depuis hier que Internet n'est pas un droit. Et mon collègue, c'est qu'il vous demande, en tant qu'entité qui prétend avoir la légitimité de parler au nom des consommateurs, qui prétend défendre les consommateurs, quelle est votre propre lecture et qu'est-ce que vous dites de la déclaration du ministre qui dit que Internet n'est pas un droit? Très bien, nous ne prétendons rien. Nous travaillons en fonction de ce que nous sommes. Deuxièmement, pour finaliser la première question qu'on m'a posée, c'est aux experts, ceux qui sont les parties prenantes, c'est à eux de trouver la solution à notre problème. Deuxièmement, sur les propos donc, du ministre Ousmane Gawal, à chacun de se faire effectivement son idée. Vous savez, l'esprit, il est grand, chacun peut avoir son avis, il a le droit d'avoir son avis, mais c'est un avis effectivement que nous ne partageons pas parce que nous estimons que le premier droit du consommateur, c'est le droit à l'information et que Internet, même à travers ces plateformes, est un canal qui peut qui nous justement amène vers cette information. Et dès lors où il y a un problème à ce niveau-là, notre droit n'est pas respecté. D'accord, la question. Oui, alors, si les droits ne sont pas respectés, que la connexion n'est pas rétablie, de façon concrète, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais écoutez, ce que nous avons comme arme dans la main, c'est effectivement les plaidoyers, c'est la médiation, c'est surtout la concertation. Ce que nous faisons en ce moment, ce que nous avons commencé à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de toucher les parties prenantes de façon à ce qu'on puisse effectivement c'est-à-dire concrètement, vous n'allez rien faire, c'est ça? Je vais profiter de votre antenne pour lancer un message. Et je souhaitais que vous me laissiez terminer. Je pense que j'ai un petit temps devant moi, s'il vous plaît. Acceptez que je puisse lancer un message avant que ça ne prenne fin. Je vais lancer un message, mais vraiment, je vais lancer un cri du cœur. Lancer un cri du cœur à nos autorités. Vous savez, les consommateurs, franchement, souffrent en ce moment. Aller sur Internet, aller sur les plateformes qui sont beaucoup consommées, on est obligé de passer par le VPN. Le VPN, ça a un coût. Le panier de la ménagère est vraiment impacté. Les opérateurs économiques qui travaillent justement avec ces réseaux sociaux sont impactés. Nous vous demandons, par le biais de par le truchement de votre média, on lance un cri du cœur au chef de l'État. On lui dit, s'il y a un problème,
il y a un problème. On lui demande, en tant que chef de l'État, de nous aider à pouvoir avoir justement Internet, à pouvoir avoir accès à ces plateformes-là. C'est un cri du cœur que nous lui lançons, c'est un cri du cœur que nous lançons aux autorités, quelle que soit l'origine du problème. La solution, ce sont les autorités. La solution peut être portée par le président, chef de l'État. Nous lui demandons, vraiment par le biais de votre canal, s'il vous plaît, Monsieur Keita, vous êtes le père et vous êtes le garant effectivement du bien-être des consommateurs. Nous vous lançons ce cri du cœur et je reste convaincu que vous allez nous écouter. Je reste convaincu que il va vous écouter, le président de la transition, Ousmane Keita, président de l'Union des consommateurs de Guinée.